Mois de juin. En barreau, mois de juin qui dit aussi l'enfant. On le dit assez souvent, c'est le mois de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Sourire, pleurs, même des révoltes. C'est une guerre, un mal interne. Et aujourd'hui, pour notre embarras, pour ce mois plus exactement, on reçoit Joanne, Andrea Amandine Biasson, chargée de programme au niveau de l'Office des Nations Unies de la drogue et du crime. Bonjour. Bonjour. Un sujet quand même qui mérite réflexion. Une colère interne, comme il a été dit. Mais est-ce que Madagascar vit vraiment ce crime contre l'enfant? Et quel genre de crime? Donc, effectivement, ce mois de juin, c'est le mois de l'enfance. Ça tombe à pic par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qui est l'exploitation sexuelle des enfants. Une thématique qui est méconnue, je dirais, mais qui commence à prendre de l'ampleur à Madagascar. Je suis à l'Office des Nations Unies depuis 2023. Nous avons ouvert le bureau à Madagascar en 2022. Et depuis 2023, nos activités ont montré que Madagascar, à l'instar des autres pays, n'est pas épargné par ce fléau. On appelle exploitation sexuelle l'utilisation d'un abus qui conduit à l'exploitation finale, qui est l'exploitation, pour le thème d'aujourd'hui, l'exploitation sexuelle des enfants. Depuis 2023, nous, à l'ONUDC, on s'est installé à Madagascar à travers un projet qui s'intitule « Renforcer la réponse de la justice pénale malgache face à la traite des personnes et à l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ». Le titre de notre projet en dit long sur la situation, et Madagascar n'est pas épargné par ce fléau qui touche tous les pays du monde entier. Pour le cas spécifique de Madagascar, nous avons constaté que ce crime, qui est l'exploitation sexuelle des enfants, a été, on va dire, un peu caché ou même omis. Ou tabou. Oui, peut-être tabou, à l'instar de tous ces autres crimes comme le trafic de drogue, le trafic de la biodiversité, qui est encore une fois une des missions de l'ONUDC. Mais est-ce à dire que ça a toujours existé, mais là, on était vraiment en face d'une réalité? Oui, ça a toujours été là. On connaissait le phénomène avant comme étant, en utilisant le terme, le tourisme sexuel touchant les enfants. Mais à travers nos études et nos coopérations en collaboration avec d'autres ONG internationaux, notamment l'ONG NECMEC, National Center for Missing Child and Exploited Children, nous avons des données qui montrent des chiffres assez effrayants par rapport à l'exploitation sexuelle des enfants à Madagascar. Et ces données ne touchent que ce qui se passe sur Internet et sur les plateformes, on va dire publiques, comme Meta, Google, et tout ce qui est disponible pour le grand public. Mais comment cela se passe? L'exploitation sexuelle des enfants est un phénomène qui est très structuré, on va dire. Il y a d'un côté ceux qui sont des consommateurs et d'un autre côté ceux qu'on va dire péjorativement des producteurs. Quand on parle de consommateurs, ce sont des personnes qui ont des pulsions assez malsaines, qui ne peuvent assouvir leurs pulsions qu'à travers des photos ou des vidéos d'enfants mis en scène, on va dire, de manière pornographique et même sexuelle. Ces gens-là vont sur Internet actuellement pour essayer d'acheter et de consommer ce produit. Et malheureusement, Madagascar, nous sommes des pays producteurs, malheureusement. Nous sommes producteurs? Oui. Quand je dis producteurs, c'est qu'on trouve plusieurs activités qui démontrent encore une fois que dans certaines régions, dans certaines villes de l'île, il y a des gens mal intentionnés qui essaient d'abuser de la vulnérabilité des enfants en les forçant, même pas en les incitant, mais en les forçant à s'adonner à ce genre d'activité. Mais est-ce un réseau déjà, puisque nous sommes producteurs, entre guillemets? J'ai dit tantôt que c'était structuré. On peut dire que c'est un réseau avec certains degrés. Le premier réseau, d'abord, c'est le premier cercle de l'enfant. D'habitude, on a les parents,
ou les membres de la famille qui incitent et forcent l'enfant à s'adonner à ce genre d'activité. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que quand on parle d'exploitation sexuelle des enfants, c'est un crime qui est en relation avec tout ce qui est criminalité transnationale organisée. Tout est en lien, l'exploitation sexuelle, le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la corruption, tout est en lien. Donc oui, effectivement, c'est une activité organisée. Mais c'est par besoin aussi financier ou franchement c'est la demande qui pousse à aller dans ce sens presque. C'est immonde, c'est vraiment immonde. Immonde est pour moi un terme assez juste quand on parle d'exploitation sexuelle des enfants parce que c'est la pire forme d'exploitation en matière de traite de personnes. Cela étant dit, à Madagascar, je dirais que c'est surtout la disponibilité, la facilité d'accès à Internet, la disponibilité de la nouvelle technologie qui incite et facilite ce phénomène. Mais pour moi, c'est surtout la vulnérabilité des gens qui incitent à s'adonner à ce genre d'activité, sans vouloir autant les excuser pour ça. Mais dites-moi, comment on a su qu'à Madagascar, il y a ce produit ? Depuis 2023, comme je l'ai dit, on travaille sur la thématique de l'exploitation sexuelle des enfants à Madagascar. Et à travers nos coopérations, on a quelques chiffres qui démontrent encore une fois que Madagascar commence à être parmi les, on va dire, entre guillemets, les champions en Afrique dans ce domaine-là. Pour ne citer que quelques chiffres d'une ONG américaine, en 2023, nous avons assisté à 43 000 vidéos à caractère pornographique impliquant des enfants sortant de Madagascar et consommés à l'international. Moyenne d'âge ? Je ne pourrais pas dire de moyenne d'âge, parce que de ce qu'on a vu sur le territoire national, les victimes varient de 6 mois jusqu'à 17 ans. Et comment peut-on faire ça à un enfant de 6 mois ? Comment peut-on exploiter un enfant de 6 mois ? C'est des images et un cas très spécifique qui touche beaucoup de gens et inimaginable, horrible pour moi et pour notre équipe de l'ONUDC à Madagascar. Mais encore une fois, grâce à la coopération avec la police et la gendarmerie nationale malgache, nous avons pu participer et soutenir les victimes, dont notamment le jeune enfant de 6 mois. Ça, c'est au niveau en exploitant l'Internet. Mais il y a aussi le cas carrément existant. Oui, il y a des cas qui, oui, on va dire en présentiel, si on peut se permettre de dire ça. Et encore une fois, l'exploitation sexuelle est un cercle vicieux. Nous avons ceux qui produisent les matériels en ligne et ceux qui consomment en ligne. Mais en consommant en ligne, ces gens-là sont incités encore à venir à Madagascar pour consommer physiquement. C'est un catalogue alors ? Ça sert de catalogue et ça sert à promouvoir cette activité à Madagascar, malheureusement. Mais autant filles que petits garçons. Toutes sexes confondus, filles, garçons, sont tous victimes et sont vulnérables face à l'exploitation sexuelle. Généralement, ce qu'on peut voir, c'est que quand il s'agit d'un enfant, on utilise plus le garçon pour soutirer de l'argent. On appelle ça sextorsion en matière d'exploitation sexuelle en ligne. Pour les filles, c'est surtout pour demander encore plus d'images et de vidéos à caractère sexuel. Et quelle est la différence alors entre exploitation et abus ? La différence entre l'exploitation et abus. Ces deux termes portent tout le temps à confusion. Mais nous, à l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, on utilise le terme abus comme étant un moyen d'aboutir à l'exploitation. Ça veut dire que on utilise l'abus sur une personne, sur sa condition et même sur sa vulnérabilité pour le forcer à se soumettre à l'exploitation. Mais dites-moi, je suis vraiment émue, mais dites-moi, c'est quoi la contrepartie pour la famille de ces gosses ? La contrepartie, et c'est une partie encore une fois très choquante de ce qu'on a vu encore sur le territoire durant nos activités, une image, une vidéo d'un enfant qui se fait exploiter sexuellement coûte en moyenne entre 5 et 10 euros à l'international.
Pour les consommateurs locaux, une image, une vidéo de la même fille, du même enfant, coûte entre 2000 et 5000 derrière. Donc imaginez un peu, est-ce que la valeur d'un enfant s'achète à ce niveau-là? À ce point-là, la pauvreté, est-ce que c'est dû à la pauvreté? Est-ce que c'est dû à quoi? La pauvreté en est un facteur. Et comme je l'ai dit, la vulnérabilité de la population et des gens, notamment des enfants, incite les gens à s'adonner à ce genre d'exploitation. Il y a eu déjà comment dirait-on ça? Des fuites de ces enfants, s'ils étaient encastrés, ou est-ce qu'ils se sont déjà plaints? Encore une fois, là est tout le problème de la situation à Madagascar. Quand on parle de sexe, c'est un sujet très tabou dans la culture La culture malgache. malgache, Moi, ouais. étant même malgache, je comprends un peu que ça gêne les gens de porter plainte quand il s'agit d'une exploitation sexuelle. Parce que pour la famille malgache, le sexe doit se régler en famille et en privé. On a du mal à les inciter à porter plainte ou même à signaler les cas existants à Madagascar, d'où la difficulté pour les acteurs de la justice pénale malgache à vraiment donner une réponse forte et efficace face à ce phénomène. On se plaint pas, on subit. C'est tout. Pour répondre à la question, je reviens à notre présence ici à Madagascar. Nous sommes là pour soutenir et renforcer le gouvernement malgache qui, depuis notre début d'activité, ont démontré encore une fois beaucoup de coopération. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer les choses, c'est d'inciter chacun à être acteur dans cette lutte, que ce soit les médias comme vous, que ce soit la société civile ou les ONG, ou même des personnes, des individus. Ils doivent être sensibilisés sur le phénomène et on doit les inciter à signaler ces cas, porter plainte pour que la justice malgache puisse faire ses attributs. Mais si on parle au niveau international, est-ce qu'il y a des pays spécifiques, par exemple, sans dire du mal d'un pays quelconque, qui sont vraiment, je me lance dans le mot, quoi, friands de ce produit-là? Oui, effectivement, le fait qu'on a des personnes de nationalité étrangère qui viennent à Madagascar repose surtout sur le fait que Madagascar commence à s'ouvrir à l'international à travers l'ouverture des vols et des activités internationales telles que l'aéroport, à travers l'aéroport international de Ouspe ou Antananarivo. Nous avons des vols qui viennent directement sur le pays. Dans ces vols, on sait, tout le monde sait, qu'il y a des gens qui sont venus pour ça. Le tourisme sexuel. Le tourisme sexuel. Ouais. Dans nos activités, tout en sachant ça, dans nos activités quand même, on a pu avoir quelques statistiques comme quoi ce sont plus les Européens qui sont plus friands de venir à Madagascar pour l'exploitation sexuelle. Est-ce qu'on a déjà appréhendé des cas? Oui, j'allais en venir à la question. Dans notre coopération avec les unités des forces de l'ordre malgaches, on a soutenu leurs activités à travers toute l'île, dans des activités, des missions et des opérations à Morondava ou à Tuléar, à Majunga, à Nusibe, à Tamatave. Et les derniers cas qui me viennent à l'esprit directement sont des cas qui sont issus de Majunga, où on a trouvé une personne de nationalité française qui était en possession de 60 000 vidéos et images d'exploitation et d'abus sexuels sur enfants. Donc, il avait tous ces instruments pour faire... Oui, il avait toute la panoplie de technologies pour tourner, consommer et revendre, on est sûr, mais on attend encore les résultats de l'enquête et du jugement. Alors, comment cela se passe quand on travaille donc avec les forces de l'ordre, la justice, sans doute aussi les hôteliers aussi. Mais quel genre de coopération? Comment alerter? Comme je l'ai dit, nous travaillons beaucoup avec
tout ce qui est acteur de la justice pénale. Quand je dis acteur de la justice pénale, on parle des officiers de police judiciaire, des enquêteurs, du procureur et des tribunaux, les juges. L'ONUDC, en tant qu'organe du secrétariat des Nations Unies, travaille plus avec ces personnes et ces entités qu'avec les autres entités telles que le ministère du Tourisme, le ministère du Travail ou même de l'Emploi. Ce que nous, on essaie de faire, c'est d'intégrer toutes ces parties prenantes pour avoir le schéma d'attaque contre ce phénomène, comme la prévention à travers peut-être le ministère du Tourisme, l'enquête et la poursuite à travers les forces de l'ordre et le ministère de la Justice, et surtout l'assistance et le suivi des victimes à travers le ministère de la Population. Ce serait le schéma idéal, mais on travaille encore pour aboutir à ce schéma idéal. L'éducation aussi. Et effectivement, l'éducation est un acteur clé et ça permettrait de sensibiliser depuis leur jeune âge les enfants sur les risques, notamment de Internet, les côtés obscurs de Internet, mais également le tourisme. C'est choquant ce que l'on entend ici. Crime contre un enfant, mais dites-moi, nos lois, elles sont pas assez fortes, rigides pour que le phénomène résiste encore? Oui, dans tous les pays, les lois ont des faiblesses. Et comme je le dis souvent, quand on parle et discute avec nos partenaires du ministère de la Justice notamment, c'est que les lois doivent évoluer comme les crimes évoluent. Et au fur et à mesure de l'évolution des crimes, nos lois doivent évoluer. Et on travaille également avec le ministère de la Justice sur ça pour renforcer encore une fois la loi nationale sur la lutte contre la traite des personnes qui devrait englober l'exploitation sexuelle des enfants. Et nous avons aussi des conventions avec l'international, évidemment. Oui, évidemment. Les conventions sont là pour inspirer chaque État membre. Chaque État membre doit mettre en œuvre une loi, adopter une loi et mettre en œuvre une loi qui puisse répondre de la manière la plus idéalement et réalistement possible à leur réalité. Mais de nos relations bilatérales par rapport à ces personnes, donc, si elles sont appréhendées, est-ce qu'on peut poursuivre selon nos lois quand même? Selon les lois malgaches, oui, on peut poursuivre, mais c'est une procédure de coopération bilatérale ou internationale qui doit être enclenchée par le gouvernement en soi et demander collaboration avec l'État, soit l'État Réagit ou l'État d'origine de l'auteur du crime, soit l'État où le criminel est allé. Mais sans pour autant trop entrer dans les faits de justice, n'appréhender, ça peut écoper de quoi? Pour le moment, à Madagascar, effectivement, il faut l'admettre, les peines encourues en matière d'exploitation sexuelle d'enfants, et notamment en matière de traite de personnes, sont entre 2 ans à 10 ans maximum. Qui, selon les normes internationales actuelles, ne sont pas tout à fait adaptées à la réalité. Je reviens un peu en arrière. On avait parlé que parler de sexe, c'est tabou, c'est un sujet tabou dans la culture malgache. Mais est-ce que de région à région, est-ce que c'est le même comportement quand on appréhende, par exemple, les parents ou les complices, les réseaux? L'exploitation sexuelle s'exprime de différentes manières dans différentes régions de notre pays, malheureusement. Nous avons des régions où les parents ou les auteurs favorisent l'exploitation pour chercher une source de revenus. Dans d'autres régions, l'exploitation sexuelle est plus assimilée à une soi-disant coutume ancestrale qui peut, pour la région, justifier l'exploitation sexuelle. Tout diffère des régions et de la réalité dans ces régions-là. Le ministère de la Population, avec vous, comme la police judiciaire, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils en disent de ce phénomène quand ils parlent avec vous? La première réaction
Et tout le monde a été choqué quand on a montré les statistiques, évidemment, que ce soit enquêteurs, ministère de la Population ou la justice. Tout le monde a été choqué parce qu'apparemment, c'était un phénomène méconnu où on a fait exprès de ne pas le connaître, notamment tout l'aspect en ligne. Maintenant, au fur et à mesure de nos activités, nous réussissons à de plus en plus embarquer des personnes qui luttent de manière fervente contre l'exploitation sexuelle des enfants, que ce soit au niveau des ministères, des fonctionnaires, que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau de la police ou de la gendarmerie, ou même les juges et les procureurs. Tous ces acteurs-là commencent à s'impliquer activement pour mettre fin à ce fléau. On est vraiment aussi pénible que ça, si on parle de la plaque africaine, par exemple? Je ne dirais pas que Madagascar est aussi pénible que ça. Certes, les chiffres sont là et montrent que 43 000. 43 000, effectivement, et ce n'est que on fait aujourd'hui, qui est public, sans compter tout ce qui est sur le dark web et le darknet. Mais c'est surtout alarmant quand on voit la proportion entre la population malgache et le nombre de personnes qui ont accès à Internet. Et quand on fait cette proportion, on voit que les 43 000 sont vraiment d'une ampleur phénoménale. C'est-à-dire, plus technologie avance et plus on peut déborder si vraiment on ne prend pas les choses par les cornes, tout compte fait. Oui, et cet aspect-là fait partie de tout ce qui devrait être sensibilisation sur les dangers d'Internet, sur les réalités de Internet, comme quoi sur Internet, tout n'est pas aussi bien que ça. Il y a des aspects qu'il faut essayer de sensibiliser, notamment nos enfants malgaches, sur comment ils doivent et peuvent utiliser Internet. Bien, c'était votre embarras, Joanne Andrea Ramon-Dibson. Ça a été vraiment choquant quand même. Des chiffres qui choquent, des comportements, autant des producteurs que les victimes aussi. Mais c'est ce qui se passe, il ne faut plus le cacher maintenant. Ça y est, on l'a dit sur Embarras. Et c'est pour ça que nous, à l'ONUDC, on essaie de parler avec les médias pour essayer de vulgariser le phénomène et qu'une bonne fois pour toutes, tout le monde reconnaisse que ce phénomène existe à Madagascar et qu'on puisse agir ensemble pour mettre fin à ce fléau. C'est un sourire de joie, plutôt de tristesse pour la plupart. Ils sont victimes, crimes. C'est pénible. 43 000, un chiffre donné, mais ça peut être plus. Chaque jour, chaque minute, quelque part, ici au pays, hotspot comme on dit, Madagascar. On était avec Joanne, Andrea Ramon-Dibson, chargée de programme au niveau de l'Office des Nations Unies de la drogue et du crime. Merci.